Y a-t-il un pilote dans l'avion débarque en 1980 et, de l'extérieur, tout laissait croire à un film catastrophe comme les autres. Un pilote en crise, des passagers désespérés, la mort rôdant à 9000 mètres d'altitude, avec Robert Hayes, Julie Haggerty, Lloyd Bridges, Robert Stack, Peter Graves et Leslie Nielsen. Et aucun d'eux n'avait été engagé pour faire rire. C'était précisément tout l'enjeu. Mais derrière les blagues livrées avec un sérieux de marbre, les gags de fond qu'on rate les 3 premières fois et les vannes qui s'enchaînent sans vous laisser souffler, y en a-t-il un pilote dans l'avion? Cache une histoire de production aussi délirante que le film lui-même. Et aujourd'hui, on vous raconte les 15 données les plus folles que vous ne connaissiez probablement pas. Restez jusqu'au numéro 1, parce que ce film a bien failli ne jamais arriver en salle. Numéro 15. Le film qu'ils ont tourné sans le vouloir. L'une des comédies les plus importantes de l'histoire existe parce que quelqu'un a oublié d'arrêter le magnétoscope. Et ce n'est pas le début d'une blague, c'est littéralement comme tout a commencé. Jim Abrahams et les frères Jerry et David Zucker, connus sous le nom de Ziez, avaient une habitude assez particulière qu'ils appelaient « pêcher à la chaîne ». Ils laissaient le magnétoscope tourner toute la nuit pour capturer tout ce qui passait à la télévision, à des heures impossibles, puis fouillaient dans ces enregistrements pour trouver des cibles à parodier dans leur spectacle de théâtre, le Kentucky Fried Theater. Une nuit, la cassette enregistra un mélo de 1957 intitulé Zero Hour, un film catastrophe on ne peut plus sérieux, et les 3 compères n'arrivaient plus à s'arrêter de rire. L'intrigue était d'une solennité absolue. Un vétéran de guerre traumatisé doit atterrir un avion de ligne après que tout l'équipage soit mis hors d'état par une intoxication alimentaire. Chaque réplique était délivrée avec une conviction totale. Chaque moment dramatique semblait supplier qu'on y glisse une blague. Alors les 3 firent quelque chose d'assez fou. Ils prirent la structure de Zero Hour comme squelette et commencèrent à y encastrer des gags directement dans cet échafaudage préexistant. C'est pourquoi regarder les 2 films à la suite est une expérience surréaliste. Le nom du héros, Ted Stryker dans l'original anglais, devient Ted Striker, même nom, orthographe légèrement différente. L'intoxication alimentaire se transforme en le légendaire épisode du poisson avarié. Des répliques comme « lentement, comme une éponge mouillée » sont inspirées directement des dialogues de Zero Hour, sauf que le curseur de l'absurde est poussé à fond. Et c'est là qu'il devint évident que ce n'était plus une parodie, c'était un remake. Et à Hollywood, c'est exactement le genre de phrase qui se termine par un coup de téléphone d'avocat. Alors le trio localisa les détenteurs des droits de Zero Hour et acheta les droits officiels de remake pour 2500 $. Ce paiement devint un bouclier légal, personnages, scènes, dialogues, tout leur appartenait pour être utilisé librement. Y a-t-il un pilote dans l'avion? Rapporta plus de 171 millions de dollars dans le monde entier et redéfinit la comédie cinématographique pour toujours. Ces 2500 $ restent probablement le meilleur investissement de toute l'histoire d'Hollywood. Numéro 14. Le pari de casting qui changea tout. Quand le scénario de E-Gid a-t-il un pilote dans l'avion? Arriva chez Paramount, les dirigeants avaient une idée très précise pour le rôle de Ted Stryker. Engager une grande star de la comédie, Chevy Chase, Bill Murray, quelqu'un que le public saurait déjà être drôle. Mais Zaz dirent hors de question. La recherche du héros donna lieu à des auditions surprenantes. Bruce Jenner, l'athlète olympique qui deviendrait plus tard une figure très connue pour des raisons très différentes, vint lire pour le rôle. Mais les réalisateurs cherchaient quelque chose de précis, une sorte de blessure psychologique douce, une maladresse existentielle qui ne cadrait pas avec le profil du héros viril que le studio avait en tête. David Letterman, celui qui allait devenir l'un des présentateurs les plus influents de la télévision américaine, fit un bout d'essai. Zaz l'aimèrent beaucoup et voulèrent le revoir, mais Letterman décida que le rôle n'était pas pour lui. Le studio alla même jusqu'à proposer Barry Manilow, le chanteur, mais Zaz ne voulait pas en entendre parler. Selon les témoignages de la production, un cadre de Paramount proche de l'équipe appela directement le représentant de Manilow pour le convaincre que le projet était trop risqué, histoire de l'écarter sans que Zaz ait à lui dire non en face.
Et puis, ils trouvèrent Robert Hayes, sérieux, légèrement crispé, capable de débiter la plus grande absurdité avec le visage le plus impassible du monde. Et en prime, détail décisif, il avait une vraie licence de pilote. Le rôle était pour lui. La recherche de la protagoniste féminine eut ses propres rebondissements. Sigourney Weaver, tout juste sortie du succès d'Alien, fut proche du rôle d'Hélène, mais déclina, peu convaincue, semble-t-il, par certains moments plus scatologiques du scénario. Shelley Long fut également dans l'orbite du personnage avant que Julie Haggerty entre en audition et conquiert toute la salle en quelques minutes. Une seule audition, aucun doute. Rôle bouclé. La liste de ceux qui auraient pu être dans Is y va-t-il un pilote dans l'avion ressemble à une version parallèle d'Hollywood qui n'a jamais existé. Numéro 13. Le maître de la farce. Leslie Nielsen passa 30 ans à être pris au sérieux. Et puis, il découvrit la machine à paix et ne fit jamais marche arrière. L'appareil était un petit gadget de poche produisant des bruits flatulents. L'origine exacte de l'engin est un peu floue. Certaines versions évoquent un artisan de l'Oklahoma, d'autres une faveur du département des accessoires de Paramount. Ce qui ne fait aucun doute, en revanche, c'est ce que Nielsen en fit. Sur le tournage de Yoble a-t-il un pilote dans l'avion? Nielsen l'activait en plein milieu d'une conversation et continuait à parler comme si absolument rien ne s'était passé, laissant acteurs et techniciens lutter désespérément pour ne pas éclater de rire. Robert Hayes dit que Nielsen jouait de cet appareil comme un maître de la musique classique. Nielsen n'eut jamais envie de garder le secret pour lui. Avec le temps, il se mit à les vendre aux membres de l'équipe pour l'équivalent de l'époque la pièce. La situation devint tellement incontrôlable que le premier assistant réalisateur finit par les interdire sur le plateau. Nielsen, bien sûr, n'en tint aucun compte, avec la désinvolture souveraine de quelqu'un qui a l'appareil dans sa poche. Il l'emporta partout. Conférences de presse, interviews, dîners, ascenseurs. On dit qu'il l'activa à la Maison-Blanche, en première classe, sur un vol international et dans pratiquement chaque émission de télévision où il apparut pour le reste de sa vie. Le mouvement était toujours le même, visage de pierre, zéro reconnaissance, engagement total dans la blague. La pierre tombale de Nielsen dit simplement « Allez-y ». Il avait laissé des instructions spécifiques pour qu'il en soit ainsi. Il passa les 30 années suivantes à s'assurer que personne ne pourrait jamais le reprendre au sérieux, et il veilla personnellement à ce que cette image lui survive pour toujours. Numéro 12. L'insulte venue directement de la réalité. Le moment où un gamin de 10 ans dit à Karim Abdul-Jabbar, en plein cockpit, que son père pense qu'il ne travaille pas assez en défense, est peut-être le trash talk le plus inattendu de l'histoire du cinéma. Mais ce n'était pas une blague au hasard. En 1979, Karim était déjà l'un des meilleurs joueurs de basket à avoir jamais foulé un parquet. Plusieurs titres de MVP, pivot dominant des Los Angeles Lakers. Mais les commentateurs sportifs lui reprochaient souvent de ne pas se donner à fond en saison régulière, de conserver son énergie pour les grands moments. Quand le petit Joey se penche vers lui et lâche que son père dit qu'il ne fait pas assez d'efforts en défense, mais que c'est quand même le meilleur, la blague fonctionne si bien précisément parce qu'elle reflète ces critiques réelles que Karim recevait dans les médias. Mais la réplique de Karim, « Dis à ton père de traîner Walton et Lanier d'un bout à l'autre du terrain pendant 48 minutes », n'était pas non plus arbitraire. Bill Walton et Bob Lanier étaient deux des pivots les plus physiquement éprouvants de toute la ligue. Cette scène offrit à Karim quelque chose qu'il obtenait rarement en public, le dernier mot. Selon plusieurs témoignages, le rôle avait été pensé à l'origine pour Pete Rose, le légendaire joueur de baseball. Mais le tournage coïncida avec la saison MLB de 1979 et le siège du copilote revint au pivot de 2,18 mètres des Lakers, plutôt qu'au célèbre Charlie Hustle. Si la négociation salariale de Karim mérite un chapitre à part dans l'histoire d'Hollywood, Zaz lui proposèrent 30 000 $. Son agent revint en demandant 35 000. La raison était très précise. C'était exactement le prix d'un tapis oriental que Karim voulait acheter, non pas pour marcher dessus, mais pour l'accrocher comme œuvre d'art. Zaz supposèrent que c'était une tactique de négociation créative, mais acceptèrent à moitié amusés.
Quelques semaines plus tard, un magazine publia une photo de Karim, posant fièrement devant le tapis qu'il avait déjà acheté avec cet argent. Il obtint le rôle, obtint le tapis et obtint le dernier mot en défense. Pas mal pour une journée de boulot de copilote. Numéro 11. Le manuel des 3 blagues par minute. Les historiens du cinéma calculent que y a-t-il un pilote dans l'avion? Fait entrer environ 260 blagues en 88 minutes de film. C'est à peu près 3 par minute, ce qui signifie que Ziyaz n'avait pas l'état d'esprit de réalisateur, mais d'ingénieur de précision. Il ne leur suffisait pas que ce soit drôle. Ils voulaient que ce soit implacable. Leur philosophie était simple, maintenir le spectateur à rire avec une telle régularité que personne n'ait le temps de se demander à quel point l'histoire est complètement absurde. Et la solution tenait dans les couches. Pendant qu'une blague atterrit au premier plan, quelque chose de ridicule est déjà en train de se passer en arrière-plan. Des panneaux dans le fond, des gags visuels, des passagers faisant des choses que personne à l'écran ne remarque. Si vous ratez un punch, le suivant est déjà en route. Le film était délibérément conçu pour vous récompenser au 2e visionnage, au 3e, au 4e. Il y a toujours quelque chose qu'on n'avait pas vu, mais certains des gags les plus intelligents n'étaient même pas visibles. Tout au long du film, l'avion à l'écran ressemble à un réacteur moderne, du moins selon les standards de 1980. Mais le son qu'on entend n'est pas un moteur à réaction, c'est le rythme mécanique d'une hélice d'époque. Et ce son est tiré directement de Zero Hour, le film original, un clin d'œil caché aux origines du film, cousu dans chaque plan aérien. Vos yeux voient un avion moderne, mais vos oreilles sont en 1957. C'est le genre de détail que la plupart des spectateurs ne perçoivent jamais consciemment, parce que le cerveau complète automatiquement le son qu'il s'attend à entendre quand il voit un avion en mouvement. Mais les passionnés d'aviation l'ont repéré, les historiens du cinéma l'ont documenté, et une fois qu'on l'entend, on ne peut plus ne pas l'entendre. La blague parfaite de Is Z, a-t-il un pilote dans l'avion? Caché en pleine lumière, bourdonnant sous tout le film. Numéro 10. La légende de Broadway en tenue de combat. Le soldat dans le lit d'hôpital qui se lance soudain dans un numéro musical complet n'est pas un imitateur, c'est la vraie personne. Le procédé est du pur zaz. Ted Straker traverse une salle d'hôpital militaire et un médecin se penche pour expliquer le cas du patient dans le coin. Choc nerveux sévère. Il croit être Ethel Merman. Et alors, Ethel Merman se redresse dans le lit et le prouve. La vraie Ethel Merman, l'une des voix les plus puissantes de toute l'histoire du théâtre musical américain, celle dont les critiques disaient qu'elle pouvait remplir une salle avant même que les microphones existent. Elle se lance dans Everything's Coming Up Roses du musical Gypsy. Et le numéro se termine de la seule façon possible. Un infirmier entre en courant pour la sedater en pleine chanson. Le gag fonctionne sur 2 niveaux en même temps. D'abord, un soldat masculin convaincu d'être une diva de Broadway. Ensuite, la caméra recule pour livrer le punch. Il l'est vraiment. La blague ne fonctionne que parce que la vraie Merman a accepté de le faire avec un sérieux total, ce qui, étant donné sa réputation d'engagement absolu dans chaque performance, n'a jamais vraiment été une question. Il vaut la peine de noter que ce fut le dernier rôle au cinéma de Merman. Elle mourut en 1984 et « Y a-t-il un pilote dans l'avion ?» fut sa dernière apparition à l'écran. Une légende du théâtre musical dans une salle d'hôpital militaire, livrant une performance colossale en uniforme et perdant connaissance à mi-note. Dans un film construit sur l'absurde, ça sonne parfaitement juste. Si ce voyage dans le côté le plus fou du cinéma vous plaît, abonnez-vous à la chaîne. Chaque semaine, de nouvelles données que personne ne vous a racontées sur les films que tout le monde croit connaître. Et si vous voulez qu'on fasse une vidéo sur un film en particulier, dites-le nous dans les commentaires. Numéro 9. Jouez comme si ce n'était pas une comédie. La règle la plus importante du tournage de Is the Eyes, a-t-il un pilote dans l'avion? Était aussi la plus étrange. Personne ne pouvait se comporter comme s'il était dans une comédie. Zucker, Abrahams et Zucker étaient convaincus que les blagues s'autodétruiraient au moment où un acteur ferait un clin d'œil au public. Ils donnèrent donc à chaque membre du casting une seule instruction, jouer chaque scène comme s'ils étaient les héros d'un thriller de vie ou de mort. Et le casting finit par comprendre, non sans accroc.
Robert Stack interpréta d'abord son rôle de manière si plate et monocorde qu'il perdait complètement le ton dont Zaz avait besoin. La solution fut pour le moins originale. Ils lui montrèrent un enregistrement du comique John Byner faisant une imitation de Robert Stack. Et ce qu'il voulait, c'est que Stack imite Byner imitant Stack. 3 couches de sérieux à l'écran, toutes pointant dans la même direction. Stack comprit instantanément, et dès ce moment, le personnage s'emboîta. Lloyd Bridges regarda son personnage s'effondrer progressivement, des cigarettes à l'alcool, puis à inhaler de la colle, sans briser l'expression une seule fois. Peter Graves affirma que le scénario était la pièce la plus répugnante qu'il ait lue de sa vie et fut sur le point d'abandonner le projet. Zaz l'assurèrent que ses répliques les plus inconfortables seraient expliquées plus tard dans une scène qu'il ne partageait pas avec eux. Cette scène n'existait pas. Ils ne le lui dirent jamais. Pour le rôle du Dr Rumack, celui que Leslie Nielsen allait rendre légendaire, Zaz s'était d'abord approché de Vincent Price, puis de Christopher Lee, puis de Jack Webb. Les 3 déclinèrent. Vincent Price dirait plus tard que refuser ce rôle fut la plus grande erreur de sa carrière. Le secret de « E, a-t-il un pilote dans l'avion ?» a toujours été simple. Les acteurs croyaient chaque mot qu'ils disaient, et c'est exactement ce qui le rendait si désopilant. Numéro 8. Le compositeur qui le prit très au sérieux, lui aussi. La philosophie du tout faire avec un visage de marbre ne s'arrêta pas aux acteurs. Pour la bande originale, Zaz engagèrent Elmer Bernstein, l'homme derrière les partitions légendaires des 7 mercenaires et de Du silence et des ombres, et lui donnèrent des instructions très précises, non pas une bande originale épique comme les siennes, mais la musique d'un film de série B. Exagérée, grandiloquente, l'équivalent sonore d'un film catastrophe qui se prend bien trop au sérieux. Bernstein l'avait déjà fait. 2 ans auparavant, le réalisateur John Landis lui avait demandé exactement la même chose pour National Lampoon's Animal House, traiter l'histoire de la fraternité Delta comme s'ils étaient de vrais héros d'action. Ça avait si bien fonctionné que ça avait complètement relancé la carrière de Bernstein vers les comédies. Quand arriva Hirsch a-t-il un pilote dans l'avion? Il avait perfectionné la méthode. Il attaqua donc la partition de la même façon. Cordes somptueuses, basses dramatiques, accords omineux sortis directement du manuel du film catastrophe. Chaque motif musical conçu pour faire ressentir au spectateur un danger réel, juste jusqu'au moment où le punch lui arrachait le tapis sous les pieds. Réfléchissez-y une seconde, la musique vous dit que c'est sérieux. L'écran vous montre un pilote automatique en caoutchouc gonflable. Et d'une certaine manière, les 2 choses sont vraies en même temps. C'est le génie silencieux de « Y a-t-il un pilote dans l'avion ?» La blague n'est pas seulement dans ce qu'on voit, elle est dans ce qu'on entend. Et Bernstein ne vous laissa jamais entrer dans le secret. Numéro 7. June Cleaver parle verlan. Après la fin de Leave It to Beaver en 1963, Barbara Billingsley se retrouva enfermée dans un type de rôle dont il est presque impossible de s'échapper. L'image s'était cristallisée, douce, irréprochable, collier de perles parfait, grammaire parfaite. Et une fois cette image solidifiée, les projets cessent d'arriver. Elle passa 17 ans avec à peine un crédit à son actif. Et puis, y a-t-il un pilote dans l'avion? Arriva avec l'une des idées de casting les plus insolites de l'histoire de la comédie. Inspiré par le langage et le rythme de films comme Shaft en 1971, Z-Az conçurent une scène où 2 passagers parlent en argot de banlieue et où quelqu'un doit traduire pour le reste de l'avion. Le premier brouillon ne fonctionna pas. Les acteurs Al White et Norman Alexander Gibbs le lurent et rendirent le même verdict. L'argot sonnait faux, non pas de manière drôle, simplement mal. Alors Zaz firent de quelque chose d'inhabituel pour des réalisateurs. Ils lâchèrent prise sur la scène. White et Gibbs recherchèrent le parler de rue authentique et reconstruisirent les dialogues de zéro, en les gardant exagérés, mais avec suffisamment de bases réelles pour qu'ils sonnent vrais. Mais maintenant, il leur fallait quelqu'un pour traduire, et la blague ne fonctionnait qu'avec la personne la plus coincée et la plus conventionnelle de la planète. Ils se tournèrent d'abord vers Harriet Nelson, tout aussi irréprochable, tout aussi parfaite pour le rôle. Mais elle déclina, laissant la porte ouverte à Billingsley. Elle lut le scénario, dit que c'était le texte le plus délirant qu'elle ait jamais lu, et signa sans réfléchir une seconde.
White et Gibbs l'emmenèrent déjeuner et l'entraînèrent personnellement en rythme et en prononciation. Le résultat fut de la perfection comique à l'état pur. Voir la mère télévisuelle la plus formelle d'Amérique traduire avec un calme absolu l'argot le plus hermétique de l'avion pour une hôtesse déconcertée fit littéralement imploser les publics tests. Le caméo la ressuscita entièrement. Après des années de silence professionnel, elle revint dans les émissions de télévision, reçut des lettres de fans et commença à décrocher de nouveaux projets. Billingsley elle-même le dit, ça a tout relancé. Il a suffi d'un vol et d'un stage express d'argot pour briser le sortilège de la mère parfaite de la télévision. Numéro 6. La blague qui avait besoin des mauvaises voix. Le gag du système de sonorisation de l'aéroport dans Irabury a-t-il un pilote dans l'avion commence doucement. Deux voix calmes dans le haut-parleur, répétant le même avis familier. La zone blanche est réservée au chargement et au déchargement des passagers. Au départ, ça ressemble exactement à chaque annonce d'aéroport à laquelle vous n'avez jamais prêté attention. Mais alors quelque chose d'étrange se produit. Les deux voix commencent à se disputer. Le ton poli et aseptisé ne change à aucun moment, mais la conversation se transforme peu à peu en une querelle personnelle à grande échelle, délivrée avec le même professionnalisme serein normalement réservé aux annonces de récupération de bagages. Pas de cris, pas de punch évident. Juste deux voix démêlant méthodiquement leur relation par le système de sonorisation publique d'un aéroport, pendant que tout autour d'eux s'effondre. Et juste au moment où on croit que ça ne peut pas monter plus haut, ça bascule vers un territoire domestique profondément personnel qui n'a absolument rien à voir avec la gestion du trafic au sol. Le détail de casting qui rend ça génial. Zaz auditionnèrent des annonceurs professionnels, et aucun ne sonnait suffisamment authentique. Ils traquèrent alors et engagèrent un vrai couple qui avait enregistré les vraies annonces diffusées à l'aéroport international de Los Angeles à l'époque. Le couple qui joue un couple se disputant par l'interphone de l'aéroport était, dans la vraie vie, un vrai couple. L'humour n'est pas dans ce qu'ils disent, c'est dans comment ils le disent. Cette livraison émotionnellement neutre, parfaitement calée sur le son d'un aéroport, fait porter tout le poids de la blague au contraste entre le ton et le contenu. C'est le genre de gag qui vous saute dessus à chaque fois que vous voyagez en avion. La zone blanche ne sera plus jamais la même. Numéro 5. Le délai de 2 semaines pour prouver qu'ils étaient drôles. Quand le scénario de Ease a-t-il un pilote dans l'avion? Arriva chez Paramount, le studio aima ce qu'il lut. Ce qui le rendait nerveux, c'était qui voulait le réaliser. Zaz avait déjà écrit le Kentucky Fried Movie, mais c'est John Landis qui l'avait dirigé. Cette fois, le trio voulait faire le travail eux-mêmes, sans avoir réalisé un seul long-métrage de leur vie. Ils eurent un coup de chance inattendu, lié au chaos qui régnait dans d'autres départements du studio. Paramount était tellement absorbé à gérer le budget incontrôlable de Star Trek, le film qu'une comédie à 3,5 millions de dollars sur du poisson avarié enregistrait à peine sur le radar de quiconque. L'accord arriva néanmoins avec une condition. Le studio insista pour placer le producteur vétéran Howard W. Koch comme superviseur exécutif, avec une clause formelle autorisant le renvoi de Zaz après 2 semaines si les rushs ne fonctionnaient pas. Zaz dirent d'accord et se mirent à apprendre à réaliser un long-métrage en temps réel, en gérant des acteurs, des équipes techniques, des syndicats et un scénario truffé de blagues à débit rapide qui ne fonctionnait que si la livraison était complètement sérieuse. Puis le studio commença à voir les rushs. Des acteurs sérieux vendant des répliques ridicules, un rythme de lame de rasoir, un style comique qui ne ressemblait à rien de ce qui avait existé en salle jusqu'alors. Personne ne dit un seul mot sur les remplacer. 3 réalisateurs débutants du Wisconsin franchirent cette porte avec 2 semaines pour tout prouver. Et ils n'eurent même pas besoin des 2 semaines. Numéro 4. La Guilde des réalisateurs ne voulait pas de 3 réalisateurs. Paramount ne fut pas le seul obstacle que Zaz dut surmonter. La Directors Guild of America était un problème entièrement différent. À Hollywood, les crédits de réalisation sont contrôlés de manière très stricte par le syndicat, et la préférence du syndicat a toujours été assez claire. Un film, un réalisateur. Ce qui créait un problème pour Zaz, parce qu'ils écrivaient ensemble, construisaient les blagues ensemble et prenaient chaque décision créative comme une seule unité.
Les séparés revenaient à demander à quelqu'un de courir une course à 3 jambes avec 2 jambes, si tant est que ça ait un sens. Le trio déposa formellement une demande de pseudonyme partagé. Abraham Zucker, un être humain imaginaire construit à partir de 3 personnes réelles. Le syndicat refusa. Pendant un temps, le plan fut de ne créditer que Jerry Zucker comme réalisateur, avec David et Jim gérant les choses discrètement en coulisses. Mais avant qu'ils aient à recourir à cet arrangement, le conseil exécutif du syndicat accorda une dispense formelle, et toute la manœuvre devint inutile. Quand y a-t-il un pilote dans l'avion? Arriva en salle, la ligne de réalisation disait exactement ce que l'équipe avait toujours été, réalisée par Abraham, Zucker et Zucker. Ce fut une approbation exceptionnelle pour une structure de travail que l'industrie ne parvenait pas vraiment à accepter et qui aida discrètement à normaliser l'idée des équipes de réalisation collaborative. Pensez-y, les Cohen, les Wachowski, les Safdie, tous arrivèrent après avec leurs propres associations. 3 types qui refusèrent de faire chacun leur tour et qui changèrent la façon dont Hollywood compte jusqu'à 1. Numéro 3. L'explosion de haricots que vous n'avez pas remarqué. L'homme qui supervisa l'un des gags les plus grossiers de Yake a-t-il un pilote dans l'avion? Avait présidé l'Académie des arts et des sciences du cinéma seulement 1 an auparavant. Prenez un moment pour digérer ça. Howard W. Koch, producteur, dirigeant et ex-président de l'Académie entre 1977 et 1979, était aux commandes quand l'équipe des effets construisit un mortier à air comprimé, chargé de vrais haricots frits pour la scène. Le raisonnement était technique. La consistance épaisse et grumeleuse des haricots était parfaite pour être projetée de manière convaincante dans toute la pièce et s'accrocher à absolument tout ce qu'elle touchait. Selon les témoignages recueillis dans le commentaire audio du DVD, la première prise ne se déroula pas comme prévu. Au lieu d'atteindre le ventilateur, le mortier tira directement sur Steven Stucker, l'extravagant agent de contrôle de tour qui apparaît tout au long du film. Sa réaction, selon ceux qui étaient sur le plateau, n'était pas du tout de la comédie. On nettoya le décor, on nettoya l'acteur, et on recommença à tout préparer. La prise suivante fonctionna exactement comme prévu. L'homme qui avait passé 2 ans à présider l'organisation la plus prestigieuse d'Hollywood supervisa personnellement le gag où quelque chose de désagréable percute un ventilateur en marche et couvrit l'un de ses propres acteurs de haricots pendant la répétition. L'histoire des Oscars n'a plus jamais été tout à fait la même. Numéro 2. Le sprint de 35 jours. Le tournage complet de Hig a-t-il un pilote dans l'avion? Se termina en 35 jours. La photographie principale commença le 20 juin 1979, principalement dans les studios de Culver City. Zaz gérèrent le plateau avec une précision intense, terminant dans les délais prévus et dans le budget de 3,5 millions de dollars. Mais le problème ne fut pas le tournage. Le problème fut ce qui en sortit. Le premier montage durait environ 115 minutes, presque une demi-heure de plus que ce que le public verrait finalement. Il y avait des sous-intrigues supplémentaires, des gags expérimentaux qui ne menaient nulle part et une scène entièrement tournée avec José Feliciano en pilote aveugle d'Air Pologne. Les publics tests la reçurent dans un silence quasi total. Pour une comédie construite entièrement sur des punchlines à débit rapide, le silence du public n'est pas une option. Ça ne peut pas l'être. Alors Zaz firent quelque chose qu'aucun studio d'Hollywood ne permettrait aujourd'hui. Ils emmenèrent le film en tournée dans les campus universitaires et les cinémas de quartier et confièrent les décisions de montage au public. Chaque projection était un laboratoire en direct. Ils observèrent la salle, pas l'écran. Rire fort, cette blague reste. Silence, à la poubelle. Pas de comité, pas de rapport de groupe test, pas de notes d'exécutive. Juste de vraies personnes dans de vrais fauteuils, leur disant, en temps réel, ce qui était drôle et ce qui ne l'était pas. 27 minutes finirent sur le sol de la salle de montage. Ce qui survécut fut une comédie agile et implacable de 88 minutes, où la blague suivante atterrissait déjà avant qu'on ait fini de rire de la précédente. Ce rythme n'est pas né dans une salle de montage. Il est né dans des amphithéâtres universitaires et des cinémas de quartier à travers toute l'Amérique, conçus par des spectateurs qui ne savaient même pas qu'ils montaient un film. 35 jours pour le tourner.
Une tournée éclair pour le réparer. L'une des comédies au tempo le mieux calibré jamais réalisées. Numéro 1. Quand Hollywood voulut garder E, a-t-il un pilote dans l'avion? Cloué au sol. En 1980, Universal Pictures avait passé la meilleure partie de la décennie à construire un empire du film catastrophe. Airport, Airport, 1975, Airport, 77, Concorde, Airport, 79. 4 films, une franchise, une marque. Alors quand Paramount annonça une comédie intitulée Airplane, une parodie directe de tout ce qu'Universal avait mis des années à construire, les choses se compliquèrent très vite. Pendant la pré-production, Universal déposa une plainte formelle auprès de la MPAA, arguant que le titre et le concept s'approchaient trop de leur franchise Airport. Le conseil d'arbitrage trancha en faveur d'Universal, ce qui signifiait qu'à l'international, le film ne pouvait pas s'appeler Airplane. Ainsi, au Royaume-Uni, en Australie et sur plusieurs autres marchés, le public le vit sous le titre Flying High. Si vous avez déjà trouvé une vieille affiche du film à l'étranger et vous êtes demandé pourquoi le titre original n'apparaissait nulle part, maintenant vous savez. La pression juridique s'étendit aussi au casting. Zaz voulait Ellen Reddy, la nonne chanteuse d'Airport 1975, pour qu'elle reprenne exactement le même rôle en guise de parodie directe. Universal dit non. Le rôle revint à Maureen McGovern, ce qui s'avéra être une blague encore plus acérée. McGovern avait chanté les chansons principales de l'aventure du Poséidon et de la Tour infernale. Ils remplacèrent une nonne de film catastrophe par la femme qui avait chanté sur des catastrophes pendant presque toute une décennie. Quand In a-t-il un pilote dans l'avion? Sorti en salle début 1980, il devint immédiatement un succès massif et Universal laissa tomber discrètement. Poursuivre la comédie la plus rentable de l'année les aurait transformés exactement en le méchant sans humour que le film était déjà en train de ridiculiser. Ils livrèrent une comédie si précise, si implacable et si complètement absurde que même les avocats d'Hollywood ne purent pas la maintenir clouée au sol. Y a-t-il un pilote dans l'avion? Établit un nouveau standard pour la parodie cinématographique qui tient toujours aujourd'hui. 45 ans après, c'est encore le même vol où tout le monde veut monter. Et voilà, 15 données folles sur Y a-t-il un pilote dans l'avion? Une parodie de film catastrophe portée par des acteurs dramatiques délivrant des dialogues complètement délirants avec une conviction absolue. Et le public compris dès la première minute. Lequel de ces faits vous a le plus surpris? Dites-le nous dans les commentaires. Et avant d'atterrir, abonnez-vous à la chaîne si la vidéo vous a plu. Il y a encore beaucoup de voyages comme celui-là qui vous attendent. À bientôt!